Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre chaotique, voire même à tendance dépressive. Oui, alors c'est pas très cool comme entrée en matière, mais pourtant vous allez voir, on y va, on y va. Prenez un petit Tranxène, un thé pour vous calmer les nerfs, parce que ce bouquin-là va vous faire péter les plombs. Il s'agit de l'ouvrage du commandant William Gicker, Les pions sur l'échiquier. Alors avant que j'aille plus loin dans la vidéo, j'ai réalisé 2 audiobooks concernant 2 ouvrages que le commandant Kerr a écrits, à savoir La conspiration et La secte des Illuminés. Écoutez-le, enfin écoutez les deux, ça serait mieux, avant qu'on rentre dans le sujet de celui-ci. Parce que ça serait bien que vous ayez une entrée en matière du sujet dans lequel on va plonger. Parce qu'il est tout sauf digeste. Allez, c'est parti. Et je vous reprends après. Le commandant Kerr, dans son ouvrage Les pions sur l'échiquier, édité en 1956, examine les différentes causes qui conduisent à la destruction et à la formation du chaos dans le monde, tel que nous l'avons connu dans l'histoire. Il mentionne que le sionisme moderne, qu'il nomme à plusieurs reprises comme la synagogue de Satan, s'est développé rapidement au cours des dernières décennies avec l'expansion du capitalisme. Mais pas seulement. Il s'agit là d'un facteur supplémentaire. Facteur qui sert à l'élaboration d'un ensemble d'éléments complexes créés à partir d'un réseau de personnes influentes. Un nom revient souvent dans son ouvrage, Adam Weishaupt, un pionnier qui fut soutenu par les membres du Bouclier Rouge. Le terme, dans son origine première, vous le connaissez. Il s'agit des Rothschild. Dans son ouvrage, il stipule que les Rothschild visent à contrôler le monde. Pour y parvenir, ils fomentent des réseaux à travers la planète en s'infiltrant à tous les niveaux de la société, à la fois monétaire et religieuse. À la page 20 de l'édition originale non censurée de 2018 par les éditions Baglis, le commandant Kerr mentionne l'implication des loges du Grand Orient et des quartiers généraux secrets dans la continuité des plans élaborés par les Illuminati de Bavière et a fortiori de Weishaupt. Voici les 4 points qu'il mentionne et je vais attirer votre attention sur ces derniers. En 1, l'usage des malversations monétaires et de la débauche sexuelle pour obtenir le contrôle des personnes occupant déjà de hautes situations à tous les autres champs de l'activité humaine. Une fois qu'une personne influente était tombée par les mensonges, les calomnies et les tentations des Illuminati, elle était solidement tenue, par chantage politique ou autre, peur de la ruine financière, peur du scandale public, peur de la menace physique et même peur de la mort pour elle-même et ses proches. En 2, dans les collèges et les universités, les Illuminati devaient recommander les étudiants possédant des capacités intellectuelles exceptionnelles, appartenant à de bonnes familles, ayant des relations internationales, pour un entraînement très spécial à l'internationalisme. Cet entraînement devait être dispensé en accordant des bourses aux étudiants ainsi sélectionnés. Il était prévu de les endoctriner dans l'idée que seul un gouvernement mondial mettrait fin aux guerres et aux tribulations incessantes. On devait leur apprendre et les convaincre que les hommes aux capacités spéciales et les cerveaux avaient le droit de diriger les moins pourvus, car les goïms, comprenez la masse du peuple, le bétail, ne savent pas ce qui est bien pour eux au point de vue physique, mental et spirituel. En 3, les personnes influentes destinées à tomber sous le contrôle des Illuminati et les étudiants spécialement éduqués et entraînés devaient être utilisés comme agents et placés dans les coulisses de tous les gouvernements en tant qu'experts et spécialistes. Ils pourraient ainsi conseiller et persuader les hommes en place d'adopter leur politique qui servirait à long terme les plans secrets des mondialistes et amènerait la destruction finale des gouvernements et des religions qu'ils devaient servir. En 4, les Illuminati devaient obtenir le contrôle de la presse et des autres agences qui distribuent l'information au public. Les nouvelles devaient être déformées de façon à ce que nous, les goïms, finissions par croire
que le gouvernement mondial est la seule solution à nos nombreux et divers problèmes. Le but premier de ces élites de l'ombre est de détruire toutes les religions et les gouvernements en les divisant dans un premier temps, puis de les dresser les uns contre les autres dans un second temps. Ils ont commencé ce schéma par la formation d'un groupe nommé les Sages de Sion. Leur objectif, qui est toujours d'actualité, est l'unification en un nouvel ordre. Le principal qui est au sommet de tous est la franc-maçonnerie. Toutes les décisions internes sont prises par les plus hauts gradés des loges maçonniques. L'auteur, le commandant Kerr, fait référence ici à l'ordre du 33e degré. Le président Thomas Jefferson, qui était reconnu par ses pairs comme étant un homme de grande valeur morale, a pourtant dans ses actions porté la main de la franc-maçonnerie, dans la construction et l'élaboration de ce nouvel ordre. Le commandant Kerr mentionne que Thomas Jefferson est devenu un adepte de Weishaupt et un de ses plus ardents défenseurs lorsqu'il fut déclaré hors la loi par son gouvernement. Vous pouvez retrouver tous les détails en page 25. En 1789, John Robinson avertit les dirigeants francs-maçons que les Illuminati s'étaient infiltrés dans leur loge. C'est un point de vue intéressant que le commandant Kerr va énoncer dans son analyse historique. C'est en partant de cette date, de 1789, qu'il va expertiser chaque action passée de ce qu'il nomme la synagogue de Satan et son infiltration dans chaque sphère de la société. Lorsque le communisme vit le jour, des hommes comme Karl Marx furent soutenus par les membres du plus haut degré de la franc-maçonnerie, à savoir les Illuminati. C'est à eux que nous devons le manifeste communiste. L'auteur mentionne également Karl Ritter qui joua un rôle prépondérant. Il dit, je cite, « Ainsi, pendant que Karl Marx écrivait le manifeste communiste sous la direction d'un groupe d'illuminés, le professeur Karl Ritter de l'université de Francfort rédigeait son antithèse sous la direction d'un autre groupe d'illuminés, pour que les dirigeants de la synagogue de Satan puissent utiliser les divergences des deux idéologies pour diviser toujours plus les hommes en partis opposés. Ainsi, une fois armés, ils arriveraient par provocation à se combattre et à se détruire, et avec eux leurs institutions politiques et religieuses. Et n'oublions pas, dans tout ce processus de destruction, le général américain Albert Pike, qui par malversation fit entrer dans la sphère très fermée des francs-maçons Mazzini. Ensemble, ils créèrent un plan militaire pour 3 guerres mondiales. William Gicker mentionne 2 éléments importants avant de poursuivre son récit. Les causes des grandes révolutions à travers l'organisation du mouvement communiste, mais également le nazisme et le sionisme qui ont des objectifs politiques et militaires similaires. L'auteur insiste vraiment sur ces 2 éléments. Pour la Première Guerre mondiale, celle-ci a conduit au renversement des dirigeants russes. Les tsars sont devenus communistes à cause de cela, ce qui a conduit à leur perte. N'oublions pas que ce sont les forces chrétiennes qui se sont rassemblées pour faire cette guerre et les conséquences furent tragiques pour l'Empire russe. Pour la Seconde Guerre mondiale, qui visait à détruire le nazisme, les implications géopolitiques étaient élaborées en secret par les grandes têtes pensantes qui avaient fomenté cette guerre. Celle-ci était réalisée dans l'intérêt du sionisme politique, afin d'établir l'État d'Israël en Palestine. Nous voyons où cela a conduit de nos jours. Quant à la troisième et dernière guerre, le commandant Kerr explique que le sionisme politique et le monde islamique seront déstabilisés par des ingérences extérieures. Une ingérence des États-Unis qui pousserait le monde arabe et islamique à entrer en guerre contre les sionistes et a fortiori l'État d'Israël. Cette guerre aurait pour objectif de détruire une bonne fois pour toutes l'islam et le sionisme. Toutefois, il explique également qu'une telle déstabilisation du monde arabe et juif aurait des conséquences dramatiques sur les pays alliés, crise économique, crise énergétique et commerciale. Malgré le fait qu'il ait publié son livre en 1956, il laisse supposer qu'avec la modernisation technologique et militaire, les pertes humaines seraient catastrophiques, bien plus que ce qu'on a connu auparavant.
une prévision mentionnée dans son livre qui est bien funeste lorsque nous, lecteurs qui découvrons son ouvrage en cette année 2024, réalisons que ces dires risquent fort d'être appliqués. Permettez-moi de vous lire ce qui se cache à travers ces 3 grandes guerres mondiales, d'après le commandant Kerr. Le plan de Pike était simple et s'avéra efficace. Il fallait que le communisme, le nazisme, le sionisme politique et les autres mouvements internationaux fussent organisés et utilisés pour fomenter les 3 guerres générales et les 3 grandes révolutions. La Première Guerre mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Les divergences naturelles, attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands, devaient servir à provoquer cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. La Deuxième Guerre mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Toute personne informée peut-elle nier que Roosevelt et Churchill aient mis cette politique à exécution? Vous pouvez les retrouver dans tous les livres d'histoire ou même des formats sur Arte. La Troisième Guerre mondiale doit être suscitée grâce aux divergences que les agents des Illuminati attiseront entre sionistes politiques et dirigeants du monde musulman. On doit diriger la guerre de façon à amener la destruction de l'islam, ce qui comprend le monde arabe et la religion de Mohammed, que la paix soit sur lui, et du sionisme politique, ce qui signifie l'anéantissement de l'État d'Israël. Aux oubliettes, la prophétie d'Ésaïe. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles, à ce propos, seront acculées à se combattre jusqu'à un état de destruction physique, mentale, spirituelle et économique totale. Lorsqu'on raisonne et que l'on n'est pas déformé par les informations, peut-on nier le fait que l'intrigue actuelle au Proche, Moyen et Extrême-Orient est destinée à l'accomplissement de ce dessein diabolique? À première vue, c'est vrai qu'il n'est pas évident de s'en rendre compte, car nos médias sont perpétuellement à nous dresser un écran de fumée. Est-il même nécessaire de mentionner notre Jupiter Ier, qui tend à nous faire rentrer en conflit avec la Russie? C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Nous passerons ce sujet car le commandant Kerr ne semble pas avoir prévu cette hypothèse dans son ouvrage. Il reste focalisé sur le fait que le communisme est un outil entre les mains des maîtres de l'argent. Et ce terme, maître de l'argent, nous allons le voir tout au long de son ouvrage. C'est eux qu'il cible. Ceux-là même qui gèrent la synagogue de Satan. Comprenez qu'il ne s'agit pas d'une idéologie, mais plutôt d'un outil d'action, car ces gens-là se fichent éperdument de la religion ou même de qui ils ont en face d'eux. Ils peuvent travailler avec un dictateur, qui exécute sa population par égorgement, tout comme ils peuvent financer des hommes qui sont profondément croyants. Leur seul mot d'ordre c'est « Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde ». Je vous laisse réfléchir à cette phrase. Pour vous expliquer qui sont ces maîtres de l'argent, le commandant Kerr va retourner à la source de leur création. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au tout début, ces hommes ont été traités comme des pestiférés à chaque fois qu'ils se sont installés quelque part. Leur méthode, qui plaisante au début, devenait étouffante à la longue, car leur richesse s'accroissait au détriment des autres. Pour des raisons de censure, je ne mentionnerai pas le nom qu'il leur est attribué dans le livre. Toutefois, retenez le terme Ashkénaze pour les identifier. Pour résumer, ce peuple a souvent été expulsé d'un pays à un autre à travers l'histoire, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont la rancune dans le sang. Au début marchands, ils ont étendu leur commerce dans des régions reculées, puis au moyen de dettes,
Ils ont essoufflé une région ou un pays pour s'accaparer le pouvoir. Les royautés eurent vent de leur méthode. Aussi, une fois qu'un roi comprenait le danger pour ses sujets, il expulsait ce qu'il considérait comme des corrompus, voire des traîtres. Il n'est donc pas étonnant, d'après le commandant Kerr, que bon nombre de têtes couronnées ou de royautés se soient effondrées, soit par manigance malveillante, soit par les guerres. Durant ces dernières, les maîtres de l'argent finançaient les armes, les hommes et les ressources nécessaires dans les deux camps. Ceci, bien évidemment, avec la dette. Ils nous ont inventé le crédit, par Dieu. Entre les deux camps, officieusement, il n'y avait pas de vainqueur. Un royaume était tombé, et l'autre prenait saisie de ce dernier. Les maîtres de l'argent s'enrichissaient quoi qu'il advienne, mais pas seulement. Car celui qui avait officiellement remporté la guerre devait aux maîtres de l'argent des sommes considérables. Et comme il ne pouvait pas rembourser ses dettes, des accords étaient signés. Ce sont ces accords qui ont conduit les royautés à disparaître, ou à servir les maîtres de l'argent, et a fortiori la synagogue de Satan. Peut-on parler ici de signer avec le diable? Parce que, comme le mentionne le commandant Kerr, la principauté n'avait pas à se plaindre. Ils étaient riches, ils avaient du pouvoir, des privilèges, mais ce n'était pas gratuit. Nous passerons l'étape du calvinisme en Angleterre. Je vous laisserai le soin de le découvrir par vous-même. Nous allons plutôt nous intéresser à un maître de l'argent important et particulièrement stratège qui vit le jour en 1743. J'ai nommé Amschel Mayer Boyer. Il fut engagé par la banque Oppenheimer en tant que commis. Ses capacités innées à la finance lui permirent de gravir rapidement les échelons et reprendre les affaires de son défunt paternel, Amschel Moses Boyer. C'est aussi dans cette période qu'il reprit le bouclier rouge et s'en servit comme nom officiel, à savoir Rothschild. Mais ce n'est pas là où il excelle. C'est lorsqu'il place ses 5 fils à la tête des banques, celles de Francfort, de Londres, Paris, puis un peu plus tard, celles de Vienne et celles de Naples. Des lieux stratégiques où ils vont étendre leur pouvoir sur la sphère mondiale. C'est à cela que le commandant Kerr nous invite à prendre en considération. De la page 102 à 120, il expose les plans qui ont conduit à la succession des deux grandes guerres. Comment sont-ils parvenus à faire plier les dirigeants des pays par la corruption et la menace? Eh bien, par le but ultime. Il sera nécessaire d'établir des monopoles gigantesques, des accumulations des richesses colossales, si bien que même les plus grandes fortunes des goïms dépendront quasiment de nous et iront à l'abîme avec le crédit de leur gouvernement. Et ce jour suivra la grande banqueroute politique. Et ces mots proviennent du père du papy Rothschild qui vient de canner. Sympa la famille. Je tiens à rappeler que le 4e baron Rothschild était également président d'honneur de l'Institute for Jewish Policy Research. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Je vous passe la révolution américaine et monétaire. Par contre, je vais m'arrêter sur un passage dans le chapitre 8, concernant la révolution russe de 1917. Il y a une partie très intéressante que je tenais à vous partager. Écoutez cela. François Coty, qui a déclaré dans le Figaro le 20 février 1932 ceci. Les subsides accordés aux nihilistes en Russie et ailleurs, à cette période, par Jacob Schiff, n'étaient en aucun cas des actes de générosité isolés. Une véritable organisation terroriste russe avait été constituée aux États-Unis à ses frais et était chargée d'assassiner les ministres, les gouvernements, les chefs de la police, etc. Le commandant Kerr nous dresse les détails de la réalisation de cette machination. Les Illuminati, qui utilisent le communisme et le nazisme pour favoriser leurs visées secrètes totalitaires, prévoient l'action révolutionnaire en 3 phases. Phase 1. Le remplacement de la forme existante de gouvernement en un État socialiste si possible par des voies constitutionnelles. Phase 2. Le remplacement de l'État socialiste par une dictature prolétarienne par l'action révolutionnaire.
Phase 3. Le remplacement de la dictature prolétarienne par une dictature totalitaire avec suppression de toutes les personnes influentes qui peuvent s'y opposer. Je vous jure que lorsque je suis tombée sur ces lignes, mon cul a atterri sur la commode. On prend les mêmes et on recommence. Qu'essaie de pointer le commandant Kerr ici? La manipulation des élites? Soit. Alors si c'est le cas, rappelons-nous Mademoiselle de Bakersfield, qui publia en 1906 Les Juifs polonais et qui écrivait « Le social-sionisme vise à convertir les sionistes au socialisme avant qu'ils aillent en Palestine pour faciliter l'établissement d'un gouvernement socialiste. Et dans les mêmes temps, ils font leur possible pour renverser ces gouvernements européens qui ne considèrent pas leur programme politique, leur programme qui regorge d'idées socialistes, qui comprend l'organisation de grèves, d'actes de terreur, et les organisateurs étant très jeunes, des actes de sottise aussi bien. Baskerville était dans le vrai. Il est important de préciser que la majorité des Juifs qui œuvrent en faveur du sionisme sont totalement ignorants du fait qu'on l'utilise comme un pion. Il agit en fonction des chefs d'État et de ce que leur livrent les médias. De plus, l'histoire est utilisée comme une arme d'autodéfense, où mentionner les actes passés sont un bouclier d'immunité. Je ne m'étendrai pas davantage pour faire la présentation de Pawns in the Game, car il cible malheureusement une communauté qui sert les intérêts de ces élites, de ces membres de la synagogue de Satan. Ces élites œuvrent pour mettre en place un nouvel ordre, qui est en réalité une doctrine basée sur un luciférisme totalitaire. Et nonobstant, les différentes religions et sociétés culturelles qui désireraient conserver le leur. Je vais finir sur un dernier point, concernant le chapitre 18, qui se nomme les dangers actuels. Il est extrêmement pertinent. Il y donne toute la méthodologie effectuée de ces élites de l'ombre pour parvenir à la dissolution du Commonwealth. Je pense que ce livre pourrait être examiné par des étudiants en histoire. Les arguments présentés par le commandant Kerr concernant la montée du communisme international et le fait que tout tourne autour de cela est pertinent. Ces arguments concernant la façon dont le communisme et le fascisme sont utilisés à des fins délétères, afin de provoquer des changements sociaux, sont plus que vérifiables. Il suffit de lever la tête de nos écrans et d'observer ce ballet se jouer encore de nos jours. Il démontre qu'un groupe spécifique d'élite met tout en œuvre, peu importe ce que ça coûte, pour construire un nouvel ordre. Son chapitre sur la Révolution espagnole est fascinant. Son format historique, établi des années 30, lorsqu'il parle de tout ce qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la révolution bolchevique, est plutôt solide. Du moins, son argumentation tient la route, bien que vous pourriez être en désaccord avec ce qu'il avance. Il dit essentiellement que ce nouvel ordre mondial n'est pas une affaire qui est conclue, qu'il reste une forme de sauvegarde. Il présente, en réalité, un argumentaire solide, afin que le lecteur ait les clés en main pour connaître le fond du problème. Il démontre également que ce groupe spécifique d'élite est une création humaine, d'un petit pourcentage d'individus qui peut être arrêté, que leurs intentions sont des plus malveillantes, et que s'ils parvenaient à leur fin, rendraient le monde dans un cadre d'esclavagisme transhumain. Il ne dit pas réellement ce terme de transhumanisme, car ce terme n'existait pas dans les années 50. Toutefois, les mots qu'il emploie pour expliquer le but de tout ceci sont la définition même du transhumanisme. Son livre est excellent pour expliquer que certaines des choses qui se sont produites dans nos pays respectifs sont interconnectées. Et peut-être le plus impressionnant, c'est qu'il arrive à apporter l'idée que ces interconnexions proviennent d'un même tronc, à savoir les élites du bouclier rouge. Je vais revenir rapidement sur son chapitre sur la Révolution espagnole, car ma culture historique sur cette partie de l'histoire est quasi nulle. Ce n'est pas quelque chose qui est vu ou même étudié dans nos cours d'histoire, que ce soit au lycée ou à l'université, ce qui, force est de l'avouer, plus que troublant. J'y dresse un parallèle avec de nombreuses choses de cette dernière décennie
qui se sont produites avec tous ces groupes extrémistes, utilisés par un côté ou par un autre. Antifa, Black Lives Matter, vous voyez un peu ce que je veux dire. De ce fait, je vous conseille grandement la lecture de cet ouvrage. Tout comme moi, vous pourriez réfuter de nombreuses parties de ce qu'il avance. Mais gardons à l'esprit que l'homme est un militaire et qu'il avait accès à des informations que nous n'avions pas. Voilà, voilà. Je vous ai fait une présentation assez rapide parce que le bouquin est quand même relativement assez épais. Il y a beaucoup à dire sur le sujet historique que le commandant Kerr dresse tout au long de son ouvrage. Le livre est vraiment fascinant. Il est extra à la lecture, ça se lit facilement. Il y a des parties de texte qui sont malgré tout assez complexes, en particulier lorsque vous manquez d'un manque de culture historique. Et oui, on n'est pas tous nota bene, d'accord ? Et il est possible qu'à la lecture de ce bouquin, vous ayez besoin d'avoir soit des archives à portée de main, ou à la rigueur, faire des recherches sur Internet. Ça a été mon cas, mais étant donné que lorsque je vous propose un livre, je reste uniquement et essentiellement sur le cadre du livre, je n'en sors pas, je ne parle uniquement que ce qu'il y a dans un bouquin, je ne vais pas au-delà, parce que bon, vous imaginez, vous achetez le livre, je vous en parle, et quand vous le lisez, vous dites, elle a dit ça, mais c'est pas mentionné dans le bouquin. Bah oui, donc forcément vous comprenez que c'est pas génial. Donc je reste toujours sur le cadre du livre. Et celui-ci, bah, comme je l'ai dit dans la vidéo que je vous ai réalisée, ça serait vraiment un outil essentiel, voire extra, pour des étudiants en histoire qui voudraient étudier les arguments que propose le commandant Kerr tout au long de son ouvrage, qui sont, de mon point de vue, et là ça n'engage que moi, très solides. Il a de très bons arguments, il apporte des éléments que je trouve assez pertinents, en tout cas dans certains domaines. Je réfute quand même pas mal de choses dans ce qu'il explique parce que ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux. Bon, ça c'est pareil, hein, on fait sa propre interprétation quand on lit un livre. Mais sur ce registre-là, lorsqu'il entre dans les petits détails de ce qu'il estime être la synagogue de Satan, et j'espère que je ne vais pas me faire striker ma vidéo à cause de ça, à cause juste de ce terme, parce que c'est vraiment ce qu'il emploie dans son bouquin, et j'ai essayé de trouver un dictionnaire de mots pour que ça passe, pour éviter que j'ai une censure sur YouTube. Vous comprenez que ça va être très difficile après, sur un tel sujet, de s'exprimer. Bienvenue dans la liberté d'expression, très chère. Et le pire, c'est que ça rejoint ce qu'il dit, et ça c'est dramatique. Je suis pas rentrée dans les détails non plus, parce que sinon la vidéo elle durerait comme pour la conspiration des élites du livre de Séphédite, c'est-à-dire sur 3 parties, quasi 3 heures. C'est bien trop long pour une vidéo. Sur celui-ci, bah écoutez, moi je vous dis, allez-y, foncez, vous pouvez le lire. Vous allez, je pense, adorer la lecture pour ceux qui l'ont déjà lu. Parce que je suis convaincue que ceux qui vont voir que je présente le bouquin vont vouloir comprendre ce que moi j'ai compris de ce livre. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous voyez l'approche du commandant Kerr par rapport à cette chronologie historique, par rapport au maître de l'argent, par rapport à la synagogue de Satan, par rapport à nos dirigeants qui nous foutent dans la merde et qui, fortiori, nous plongent de plus en plus vers ce qu'il exprime par rapport à la Troisième Guerre mondiale. Ça m'a franchement, hein, j'ai eu un choc. Parce que quand vous réalisez que ce bouquin-là, il l'a écrit en 1900, dans les années 1950, parce que pour écrire un tel ouvrage, je pense qu'il faut plusieurs années. Je pense pas que tu écris ça comme ça, sur quelques mois. Je pense qu'il lui faut plusieurs années de recherche, plusieurs années de décortiquage. Puis bon, c'est les années 50, donc le temps de faire les corrections et de les imprimer, parce que c'est pas la même époque, hein. Maintenant en quelques heures tu as fait une impression d'une centaine de bouquins. À l'époque, les presses 7 c'était à la main, hein. Les pépères c'était pas des fainéants, hein. Ils prenaient chaque lettrine et ils les posaient l'une à côté de l'autre pour en faire un mot.
Maintenant, avec le numérique, tu penses bien que le tirage pour faire un bouquin va super vite. Mais à l'époque, pour écrire un tel ouvrage, le fait qu'il soit sorti en 1956, ça lui a demandé du temps avant. Et lorsqu'on se replace sur ce contexte, par rapport à tout ce qu'il apporte, et je vous dis, celui-ci, c'est un livre non censuré qui est vraiment en rapport avec sa sortie en 1956. Je me suis fait chier à aller vérifier si ça coïncidait, s'il n'y avait pas eu des libertés de traduction. C'est pas le cas. Il est vraiment ressorti, en tout cas pour cette édition, tel quel. Il n'y a pas eu de traficotage ou de liberté dans la trad. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, je vous dis, il faut pouvoir se l'avaler parce que il est long à lire. Hein. Ce sont des documents qui sont vérifiables, mais il faut justement revérifier les sources qu'il apporte, et c'est ce qui est le plus long. Après, il y a des passages, et j'en ai gardé un parce que je savais que j'allais vous le dire là, comme ça, mais pas dans la petite vidéo que j'ai faite, parce que j'ai complètement modifié ma façon de faire les présentations de livres. Je trouvais que c'était chiant. Le commandant Kerr, finalement, ça avait été vraiment emmerdant parce que je me suis regardée, j'ai fait punaise, qu'est-ce que c'est pompeux, là, à tourner les pages et à vous lire des morceaux de texte. Pas très transcendant comme expérience, n'est-ce pas? Là, en fait, j'ai fait un arrêt sur ce qui était les instructions destinées à la milice rouge. C'est vachement pertinent. Alors, j'en ai pas parlé avant, je vous en parle vite fait ici. Juste que ce sont des textes abrégés par Monsieur Daladier, pardon, et à la lecture, là aussi, tu te sens nauséeux, hein, nauséeux. Je vous prends une toute petite partie pour que vous compreniez ce que nos dirigeants, nos élites de cette fameuse synagogue de Satan, à quel point ils sont malveillants et vils. Et de toute façon, vous allez les reconnaître. Hein. Depuis que ces ordres ont été donnés, donc de la milice rouge, les dirigeants révolutionnaires de tous les pays ont reçu des instructions spéciales pour établir des plans méticuleux et agir parmi les membres de la police et des pompiers, car l'expérience a montré que la majorité de ces employés municipaux restent fidèles à leurs patrons bourgeois. Il faut se replacer dans le contexte des années 1950. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas ? L'action que nous recommandons vise à s'infiltrer dans les deux partis, corrompre les hommes de la base, faire rapidement acheter ou louer par les membres du parti des propriétés situées aux abords, faisant face ou placées à l'arrière, il faut se repasser à chaque fois sur le contexte, des postes de police et des casernes de pompiers, de façon à ce que leurs membres puissent être éliminés s'ils changent de chemise. L'heure de la révolte devra coïncider avec le moment où la police changera de camp. Je tenais à vous lire juste ce petit court passage parce que ça me plaît pas du tout en fait. Ça me plaît pas, mais alors ça me plaît pas du tout. Vous me direz ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Mais moi ça m'a coupé la chic. Hein. Comment on peut en arriver à dire ces propos-là sur les flics ou sur les pompiers? Parce que moi c'est deux aspects de la société professionnelle que j'ai un grand respect. Voilà. Et là, je pense en fait à nos têtes, Monsieur l'Allemand par exemple, que voilà, j'ai pas du tout apprécié ce qu'il a fait lors des manifestations vous avez compris, hein, des petits piquets de choux. Et vraiment, ça me reste à travers la gorge cette lecture. Mais il faut se le manger quand même. Hein. Je comprends que ce type de livre, parce que c'est quand même relativement surprenant, que vous puissiez l'acheter comme ça facilement, avec la censure dans laquelle nous vivons actuellement, j'avoue que c'est assez surprenant. Mais je pense qu'à mon avis, ils se sont dit, il est tellement long et rébarbatif à lire, parce que tout le monde ne s'intéressera pas à l'histoire qui découle de ce que nous vivons actuellement, en particulier avec la base de la Troisième Guerre mondiale qui se prépare. Oh, quelle horreur! C'est dur que je vous dise ça, mon Dieu! Et... écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sans que je sois striké ou mis dans la case complotiste? Je pense qu'il avait totalement raison quand je vois les actualités aujourd'hui.
la manière dont le plateau arabo-musulman est en train de se déstabiliser depuis plusieurs années, comment je vois que la société manipule les élites, parce qu'on voit que c'est des pantins, hein, manipule tout ce qui est à la base la société mère dans laquelle nous baignons, et cette montée d'immigration qui est devenue incontrôlable. Ouais, bah, par rapport à ce que le commandant Kerr il avance dans son livre, ouais effectivement, hein, les pions sur l'échiquier, on y est. Ce qu'il y a, c'est que d'un point de vue symbolique, les pions sur l'échiquier, ce sont nos têtes, nos élites, qui sont les pions. Et nous, en fait, le peuple, on est le plateau. En fait, ils jouent sur notre dos, quoi. Comme disait notre très cher et défunt Coluche, qui nous chantait cette chanson magnifique. Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère, tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris. Des pourris. Et bah c'est exactement ça. Et en fait, si on se redresse, je sais que c'est symbolique, mais si on se redresse, c'est la fin du game. Et c'est bien que dans son livre, il donne cette touche d'espoir pour dire, bon bah voilà, j'ai ce livre, vous le lisez, et je vous donne les clés en main pour que vous puissiez agir en conséquence, de manière démocratique et constitutionnelle, de ne surtout pas rentrer dans le jeu des maîtres de l'argent, parce que comme je vous l'ai cité en amont, ils se fichent avec qui ils travaillent, du moment qu'ils vont dans leur objectif, dans leur agenda. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus troublant, c'est que même s'il a écrit son ouvrage dans les années 50, elle se révèle juste aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement indigeste à lire. Parce qu'en fait, c'était sous nos yeux depuis longtemps. Nos grands-parents et nos parents n'ont pas fait gaffe à ce qui se passait. Parce qu'ils étaient aveuglés par ce voile d'obscurantisme qu'ont dressé les médias mainstream et les journaux, et maintenant on comprend pourquoi. On sort, j'ai l'impression, un petit peu, c'est mon point de vue personnel, c'est mon analyse personnelle. Vous me direz si vous voyez la même chose ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. J'accepte toutes les critiques, oh d'accord, ok. Sur le fait qu'on est manipulé, mais aussi sur le fait qu'on se réveille de cette manipulation. Et quand on regarde par exemple des commentaires sur YouTube, sur certaines vidéos qui voudraient nous faire bouffer toutes ces conneries, on voit que les gens sont plus aussi manipulables, ne sont plus aussi hypnotisés par toute cette cochonnerie qu'ils essayent de nous faire avaler au quotidien. Et ça fait vraiment plaisir à se dire, bon bah voilà, ils nous prennent pour des imbéciles depuis des années, et seulement la sauce elle prend plus. Parce que les gens, au lieu d'être tournés vers ce qu'on leur montre, ils commencent à se dire, il faut que je regarde dans l'autre sens. C'est-à-dire, ah, les médias veulent absolument qu'on voit et qu'on regarde ça. En fait, ça, c'est une distraction. Et les gens l'ont bien compris. Et aujourd'hui, et je vous félicite tous pour être capables de faire ça. Parce que c'est pas donné à tout le monde, d'accord? De tourner la tête et se dire, ok, ils veulent que je regarde ça, mais je vais regarder ce qui se passe derrière. Et c'est là que ça fonctionne. C'est là qu'on comprend tout et qu'on voit le jeu qui se joue actuellement. Donc il ne faut pas tomber dans leur piège. Et je remercie vraiment le commandant William Guiker. Je pense que je lirai également ses deux autres ouvrages, à savoir Brouillard rouge sur l'Amérique, et également celui que son fils a achevé, Satan, prince de ce monde, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il a à dire en plus sur ce sujet. En tout cas, je suis actuellement très intriguée sur toute cette littérature qui est considérée comme conspirationniste, qui est considérée comme complotiste, parce qu'il y a beaucoup acheté quand même, hein. Il y a énormément de fake news et de conneries qui sont dites sur le domaine du conspirationniste et du complotisme, mais c'est quand même bien de les étudier et d'essayer de retirer quelque chose qui se valide, qui est factuel, d'accord? Voilà, je ne vais pas en parler plus longtemps parce que je préférerais que vous le découvriez, que vous le lisiez. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fait toujours plaisir de vous lire, surtout
concernant ce type de dossiers qui sont relativement compliqués. Si jamais vous avez vu la vidéo, mais que YouTube a décidé de la dégager parce que je dis des choses qu'il ne faut pas, vous pouvez la retrouver sur Odyssée. Voilà. Je préfère prendre les devants avant que vous ne voyez pas vos commentaires s'afficher ou que vous n'avez pas de réponse, c'est parce que la vidéo a été retirée de YouTube. Voilà. J'essaye en tout cas de répondre à tous les commentaires, même si je commence à en avoir de grosses quantités. J'ai de plus en plus de commentaires. J'ai également, je fais une aparté sur cette vidéo, hein. Ça n'a plus rien à voir avec Pony in the Game, c'est autre chose. Là c'est à titre privé. Il y a des personnes qui me laissent des commentaires qui sont pas disponibles dans le mur des commentaires. Je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est YouTube qui décide de vous les censurer, pas moi. Moi je laisse tous les commentaires, qu'ils soient positifs, qu'ils soient injurieux, qu'ils soient acerbes, qu'ils soient véhéments, qu'ils soient moqueurs. Je laisse tous les commentaires. Je ne fais pas de censure sur vos commentaires. Vous êtes libre de vous exprimer. Pour moi c'est important. Peu importe ce que vous me dites. Votre commentaire, je n'y touche pas. Je n'ai pas mis d'hashtag pour vous faire des filtres. Absolument pas. Vous êtes libre. Parce que pour moi la liberté d'expression est extrêmement importante. Par contre, YouTube, lui, met une censure. Et c'est pas moi, c'est YouTube. Donc parfois, vous avez des réponses qui n'apparaissent pas sous les commentaires, mais auxquelles je vous ai répondu. Parce que moi, je les vois. Voilà. Voilà, c'était juste une aparté. Je tiens aussi à vite fait, à soutenir et à donner tous mes encouragements à une youtubeuse qui actuellement subit énormément de censure par YouTube, à savoir I Am Mezikin. Donc Mezikin, si par hasard tu vois cette vidéo, tout mon soutien. J'espère que cette spirale infernale de tes vidéos qui sont retirées les unes après les autres ne te fasse pas supprimer ta chaîne. En tous les cas, moi je continuerai à te suivre, peu importe sur quelle plateforme tu iras. Voilà, parce que j'adore ce que tu fais, j'adore ton travail, tout mon soutien. Voilà. Et tout mon soutien également à tous les youtubeurs qui subissent cette censure. Sur cela, eh ben, écoutez, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!